à la veille de la présentation au Conseil des ministres des ordonnances Macron sur le salon CE et puis en vidéo après, on va vous proposer un petit décryptage de ce qu'on en sait aujourd'hui et de ce que ça peut impliquer pour le fonctionnement des institutions représentatives du personnel et pour le dialogue social en général. Alors nous avons invité pour ça Luc Beril, le secrétaire général de l'UNSA, Claire Baillet d'Alinea et Didier Esdras et Elodie Semama du groupe Legrand, qui chacun vont donner leur éclairage par rapport à leur spécificité. Alors je vais commencer par le syndicaliste qui, puisqu'il n'est pas encore représentatif au niveau national, ne participait pas aux X réunions qui a eu lieu au ministère du Travail, mais qui, de par sa position, en a entendu parler. Est-ce que tu peux nous dire comment, globalement, se sont passées ces concertations? Alors les concertations qui se sont déroulées pendant tout l'été avec les partenaires sociaux, d'ailleurs les partenaires sociaux en règle générale l'ont reconnu, c'était un exercice un peu particulier auquel on n'était pas habitué, puisque les concertations se sont passées par 3 grands thèmes, avec des concertations assez longues, où les partenaires sociaux étaient reçus à raison de au moins 2 fois par thème. Mais c'était des thèmes très généraux sur lesquels le gouvernement, le cabinet de la ministre en l'occurrence, nous exposait des hypothèses possibles. Et il y avait des échanges, parfois assez longs et complets, souvent respectueux, qui se faisaient. La difficulté qu'on avait était la suivante, c'est que ce n'était pas des échanges pour le plaisir d'échanger, c'était des échanges dans le cadre de la préparation d'ordonnances visant à modifier le Code du travail. Et tous les syndicalistes, et donc moi comme tous les autres, nous sommes très intéressés à la discussion, mais au bout d'un moment, ce qui nous intéresse, ce sont les conclusions de cette discussion. Et ce qui posait problème, ce n'était pas tant notre capacité à nous exprimer, à dire ce qu'on voulait, c'était plutôt de savoir au bout du bout qu'est-ce que le gouvernement allait retenir et comment est-ce qu'il allait politiquement arbitrer les différents échanges qu'il avait pu avoir. Et nous étions collectivement tous placés, on a à peu près tous dit la même chose, nous avions dit que nous ne serions en capacité de juger des ordonnances que sur pièce, c'est-à-dire quand on aurait le texte précis des projets d'ordonnance, parce que c'est là où on allait voir quels étaient les arbitrages, c'est-à-dire pas simplement comment on avait été écouté, mais comment on avait été entendu. Et ce qui pose problème, c'est 2 choses. Alors on le savait parce que les concertations pendant l'été, outre le fait que ça raccourcit les vacances de celles et ceux qui y participent, ce sont des situations dans lesquelles la majorité des gens étant en vacances, c'est très difficile d'informer tout simplement sur ce qui est en train de se dérouler. Et puis le gouvernement a choisi de rendre publics ces projets d'ordonnance le 31 août. 31 août pour un conseil des ministres qui doit les adopter là vendredi prochain, le 22 septembre, ça veut dire que ça laisse 3 semaines pour faire un travail démocratique qui est le nôtre, qui est aussi de rendre compte à nos mandants, d'expliquer ce qu'il y a dans les ordonnances et de dire pourquoi on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Et en l'occurrence, c'est plutôt pourquoi on n'est pas d'accord, parce que la liste des désaccords est infiniment malheureusement plus grande que la liste des accords. Et ce qui pose problème dans les ordonnances, c'est effectivement la nature des arbitrages qui ont été rendus. Alors on va y revenir sans doute dans les échanges qu'on aura, c'est-à-dire que rien à dire sur le fait que le gouvernement écoute les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, c'est les représentants des salariés, c'est aussi les représentants des chefs d'entreprise. Rien à dire par rapport à ça. Tout le débat, c'est de savoir comment est-ce qu'il arbitre. Et ce sont ces arbitrages que nous jugeons, nous, UNSAM, et que l'ensemble des organisations syndicales, d'ailleurs, jugent très défavorables aux salariés qui ont été rendus et qui imprègnent l'ensemble des ordonnances. On reviendra un peu plus dans le détail parce qu'il faut dire que des ordonnances, c'est 159 pages de textes très arides qui ont une forte portée juridique, qui sont difficiles d'accès au commun des mortels. Ce sont des textes forcément très techniques, mais derrière la technicité de ces textes, il y a des logiques qui sont des logiques politiques profondes qui vont influer sur le fonctionnement des entreprises, qui vont influer aussi sur le syndicalisme lui-même et sa capacité à assurer sa mission de représentation des personnels. C'est pour ça qu'on parle là de choses extrêmement sérieuses, qui ne vont pas être simplement des retouches momentanées, mais qui peuvent structurellement modifier les choses dans les entreprises, dans les relations qui peuvent exister entre les salariés et les employeurs, dans leur capacité à être représentés collectivement, et qui amènera peut-être d'ailleurs le salon des CE à changer de nom, et à s'appeler désormais le salon des CSE, puisque parmi les sujets qui existent, il y en a plusieurs, il y a cette question de la forme de la représentation du personnel institutionnalisée dans les entreprises. Alors, maintenant on va demander à Claire, on va prendre réellement la chose du début.
Combien d'ordonnances déjà? Il y a 5 ordonnances. Et les sujets qu'elles traitent? Alors oui, effectivement, il y a 5 ordonnances. La première ordonnance traite, on va dire, de sujets qui concernent la négociation collective, qui modifie les rapports. Alors c'était une œuvre qui avait déjà été démarrée par la loi travail 1 an avant, qui modifie les rapports entre l'accord de branche, vos conventions collectives et les accords de branche que vous connaissez, et les accords d'entreprise, en donnant la prééminence aux accords d'entreprise. Alors il y a des domaines qui sont encore un petit peu protégés, il y a 11 thèmes où les accords de branche vont rester impératifs. Alors des thèmes que vous connaissez comme les minima conventionnels, les classifications, il y a le financement du paritarisme, le financement de la formation par exemple, ou des domaines nouveaux parce que c'est des domaines où la branche intervenait pas, mais sur les conditions de durée, de renouvellement et de délai de carence entre 2 CDD, contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire. Ça c'est vrai que c'est un domaine qui est par les ordonnances données à la branche alors que ça relevait que du législatif. Il y avait des règles légales strictes, avec beaucoup de dérogations, mais des règles légales strictes que les branches vont pouvoir assouplir. Donc dans tous ces domaines-là, par exemple, la branche va rester impérative. Donc il y en a 11. Il y a 4 domaines où la branche peut rester impérative. Je dis peut parce que ce sera aux négociateurs de branche de négocier dans les accords de branche, de dire explicitement que dans tel ou tel domaine, donc il y a 4 sujets, alors je les ai plus tous en tête, mais il y a les conditions de travail insalubre ou de travail pénible, par exemple. Vous avez le seuil d'effectif à partir duquel on peut désigner un délégué syndical ou le nombre de délégués syndicaux, par exemple, dans ces 4 domaines. Donc dans ces domaines-là, la branche, vos conventions collectives, pour faire simple, ou accords de branche resteront impératifs, mais seulement s'ils le disent explicitement. S'ils ne disent rien, l'accord d'entreprise pourra déroger, c'est-à-dire faire différent, moins bien ou mieux, mais faire différent de la branche. Et puis dans tous les autres domaines, et c'est là quand vous entendez parler dans la presse d'inversion de la hiérarchie des normes, c'est de ça dont on parle. Dans tous les autres domaines, c'est l'accord d'entreprise qui va prévaloir. D'accord? Donc, dans tous ces domaines-là, ça veut dire que peut-être des avantages sociaux historiques, parfois depuis des décennies, parce que la majorité des conventions collectives, ça a été négocié dans les années 60, 50-60, on va pouvoir écraser, faire fi des avantages conventionnels parce qu'on négociera autre chose au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier enjeu. Donc on voit bien que là, ça touche pas au départ directement les représentants des salariés, etc. Mais c'est un autre rapport. On sait que le niveau de l'entreprise, c'est le niveau le plus en bas. C'est là où on subit le plus les pressions économiques, où vos directions vous disent qu'on est dans un secteur concurrentiel, il faut faire des efforts. Cette logique de mettre la négociation au niveau de l'entreprise, c'est aussi source de risque pour du dumping social. Le dumping social, c'est quoi? C'est que quand on commence à négocier de plus en plus bas, tout le monde va se caler sur le plus en plus bas. Vous savez, les conventions et accords de branche, au départ, elles ont été créées pour égaliser les conditions de la concurrence. Quand on avait 2 entreprises concurrentes, il y avait au moins les avantages sociaux qui étaient les mêmes. Donc effectivement, quand on déplace la négo au niveau de l'entreprise, quand on lui permet de déroger à la branche, vous allez vous retrouver, le risque qu'il y a derrière tout ça, c'est que vous allez vous retrouver avec un employeur qui va vous dire « Oui, vous comprenez, on est moins compétitif que nos concurrents parce que chez eux, ils ont revu à la baisse telle ou telle disposition de la branche et on a un risque d'entraînement, c'est-à-dire de dégradation des conditions sociales, alors qu'avant le droit protégeait ça, parce qu'il y avait, il existait encore un petit peu, ce principe de faveur, ça protégeait d'une certaine manière certains avantages sociaux au niveau de l'entreprise où on ne pouvait pas aller en deçà de la branche. Donc ça, c'est un premier volet. Mais il n'y a pas que ça dans l'ordonnance numéro 1. Dans l'ordonnance numéro 1, vous avez aussi des développements de possibilités de négocier dans les entreprises sans implantation de délégué syndical. Donc forcément, puisque la logique de la loi, c'est de pousser la négociation et de pousser la négociation d'entreprise, effectivement, on ouvre aussi des possibilités nouvelles de négociation. Dans les toutes petites entreprises, on va pouvoir, l'employeur de moins de 11 salariés, on va pouvoir négocier en direct avec les salariés.
y compris des accords rétrogrades. Hein. Donc ça pose des tas de questions sur la manière dont ça peut se passer ou la manière où ça peut induire que des populations vont s'opposer à d'autres populations dans l'entreprise. Je faisais une conférence ce matin, je donnais un exemple, je dis voilà, moi je suis salarié, j'ai une boucherie-charcuterie, j'ai 3 bouchers employés dans mon entreprise. J'en ai un qui est très ancien, qui a une prime d'ancienneté de ma convention collective de branche. Hein, il a 15% de majoration de salaire. Et j'en ai 2 autres qui sont tout jeunes de l'école. Il y en a un qui me demande une formation parce qu'il envisagerait d'évoluer. Bon, bah, je réunis mes 3 bouchers et je fais un référendum entre mes 3 bouchers. Et il suffit qu'il n'y en ait que 2 qui soient d'accord. Ils vont imposer le sort de ce qui va être discuté au 3e. Donc là, je prends un exemple volontairement, je forcille le trait. Mais c'est quand même ce qui se passe, c'est-à-dire que via la négociation d'entreprise, on va avoir des nouveaux enjeux, ça va avoir des répercussions directes pour les salariés. Donc voilà, donc développement des voies qui passent en dehors des organisations syndicales, quand même. Donc c'est quand même des entorses au monopole syndical de négociation. Donc certes, dans les plus petites entreprises, il y a peut-être un enjeu, oui, pour les moins de 50. Mais même dans certains domaines, hein, dans les plus de 50, puisque vous avez des dispositions, il y a des dispositions par exemple qui étaient négociées par les syndicats dans le cadre du protocole préélectoral qui désormais est négocié dans des accords de droit commun, ça aussi c'est une entorse aux prérogatives syndicales. Donc vous avez cette première ordonnance numéro 1. La deuxième, on en a parlé, je ne peux pas vous dire tout le détail, hein, parce que sinon je vais monopoliser la parole. Non, bien, on reviendra après. L'ordonnance numéro 2, en synthèse, c'est la fusion des instances. Donc ça, une fusion imposée pour les 3 instances que sont le CE, les DP et le CHSCT. Donc ça, je dirais, cette fusion-là, c'est un peu une suite, mais au chausse-pied, hein, de la loi Rebsamen, puisque la loi Rebsamen, elle permettait dans certaines entreprises de regrouper les instances, et encore, c'était pas une fusion au sens où on avait quand même différentes parties, c'était des cumuls obligés de mandat plus qu'une vraie fusion, mais chaque instance conservait ses moyens. Là, on est sur une vraie fusion où il va aussi falloir partager ses moyens, donc ça change quand même beaucoup de choses. C'est aussi une fusion qui est imposée, avec une échéance coup près à compter du 1er janvier 2020. Vous serez tous en CSE, on ne parlera plus, les CE, les DP, les CHSCT n'existeront plus. Donc un cumul obligé de mandats, avec une fusion des moyens, avec un nombre d'élus qu'on ne connaît pas encore puisqu'on est en attente de décret, pareil pour les moyens en termes de crédit d'heure. Alors bien sûr, ils ont réécrit les ordonnances, là, elles réécrivent complètement les parties entières du Code du travail. On réécrit complètement toute la partie qui concernait le fonctionnement et les attributions des DP, toute la partie qui concernait le fonctionnement et les attributions du CE, et idem pour le CHSCT. Donc ce travail de réécriture est l'occasion aussi de rativoiser certains moyens historiques que vous aviez. Alors voilà, donc déjà il faudra partager ses budgets, par exemple le budget du CE, il va devoir servir à financer aussi les moyens du CHSCT, alors que vous aviez un texte distinct qui disait que l'employeur devait donner les moyens au CHSCT pour donner qu'une illustration. Mais je dirais, ce volet fusion, moi ce qui m'interpelle le plus, c'est que pour moi, c'est pas qu'une réforme pour gagner quelques élus en moins, par exemple, ou gagner sur le crédit d'heure. C'est pas juste pour faire des économies aux employeurs. Ce qu'on cherche, c'est à faire changer la culture et l'état d'esprit et la finalité des instances. C'est une réforme qui est plus en profondeur qu'on ne croit. En fait, le CHSCT, c'était quand même, notamment, moi je pense au CHSCT en premier, parce que c'était une instance qui avait un état d'esprit un petit peu différent des autres. Elle avait moins l'empreinte économique. Le CHSCT avait moins l'empreinte économique. Au CE, on discute des questions économiques. Les organisations syndicales, depuis longtemps déjà, les délégués syndicaux négocient plus des accords uniquement sur des questions sociales, mais des accords finalement économiques et sociaux. Quand on négocie un PSE, quand on négocie, on avait une négociation qui avait déjà depuis assez longtemps un peu glissé sur des sujets qui n'étaient pas uniquement sociaux. Et le CHSCT, finalement, cette instance-là, elle était encore préservée. Elle était encore préservée parce que même si
c'était à coup de réorganisation, il y avait au moins une instance qui ne se préoccupait pas d'économique, mais qui se préoccupait de santé et de conditions de travail. Mais c'est surtout qu'on tue le CHSCT au moment où il prend une importance. Le CHSCT, il a mis du temps à s'émanciper comme instance. Il avait pris, vraiment, il commençait à prendre ses prérogatives, à les exercer à fond. Et à un moment où les enjeux de santé, ils sont omniprésents, on vous parle de RPS, on vous parle de QVT, on vous parle de tout ça. Donc on sait bien que les enjeux de santé, de conditions de travail sont omniprésents. On cherche à dissoudre le CHSCT dans ce CSE. Et moi, ce qui m'inquiète très fortement, c'est que du coup, le risque est grand qu'on voit tout au prisme de l'économique. Et finalement, on se demande si derrière cette ordonnance numéro 2, on se questionne en disant mais est-ce que la finalité c'est de faire de changer la nature même et la finalité même des instances, là où les instances, le droit du travail a été construit comme ça, elles ont été créées pourquoi les instances représentatives du personnel? C'est simplement parce qu'on sait qu'il y a un déséquilibre, que le salarié ne fait pas le poids par rapport à un employeur, donc il fallait une échelle intermédiaire, les représentants du personnel pour effectivement faire le poids. Et en faisant ça, le risque est grand, c'est que les prérogatives économiques et que les instances se transforment en instances d'accompagnement de l'entreprise et non plus en instances de représentation des salariés. Et ça change beaucoup de choses. Alors, Didier, pour les ordonnances 3, 4, 5, et puis après on reviendra, parce que Luc voulait intervenir sur 2-3 points. Donc, les ordonnances qui suivent, on a eu 1, 2 et 3, 4, 5, donc. Alors, l'ordonnance numéro 3, elle porte essentiellement sur les relations de travail. C'est au sein de cette ordonnance, notamment, qu'il est prévu de revoir le montant des indemnités de licenciement, mais également de prévoir un plafond pour les indemnités prud'homales. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous décidez d'aller devant le juge prud'homal, notamment parce que vous estimez avoir été licencié de manière abusive, donc notamment parce que vous estimez que votre licenciement n'est pas légitimé par une cause réelle et sérieuse, vous allez devant le juge prud'homal afin que celui-ci vous octroie une indemnité. Et le principe était que l'indemnité devait être fonction du préjudice qui était subi. On change un petit peu la donne dans le sens où on permet aujourd'hui à l'employeur de calculer le coût de votre licenciement. La motivation de cela étant de dire que à partir du moment où l'employeur connaît le coût de votre licenciement, eh bien, il est plus enclin à procéder à des embauches. C'est comme ça que ça a été présenté. Du coup, on arrive maintenant à ce que dit l'ordonnance numéro 3, à un montant de dommages d'intérêt qui est vraiment encadré. On nous dit qu'on partirait sur un plancher qui serait d'à peu près 3 mois de salaire et d'un plafond qui serait au maximum de 20 mois de salaire à partir du moment où vous avez au moins 30 ans d'ancienneté. Donc on va au maximum jusqu'à 20 mois de salaire. Vous regarderez un petit peu au sein de vos entreprises, en fonction de votre ancienneté, le nombre de personnes déjà qui pourront bénéficier de ces 20 mois. Vous verrez que c'est très très rare d'avoir aujourd'hui une entreprise dans laquelle on a quelqu'un qui arrive à atteindre 30 ans d'ancienneté. Mais l'idée c'est ça, c'est de pouvoir permettre à l'employeur de connaître le montant du coût du licenciement. Donc ça c'est dans l'ordonnance numéro 3. L'ordonnance numéro 3 parle également du montant de l'indemnité de licenciement, qui est un petit peu revu. On serait sur une indemnité de licenciement qui serait dorénavant de 1/5 au lieu de 1/4. 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté. 1/4, pardon, au lieu de 1/5. Et surtout que là, il y a des différences en fonction des conventions collectives. Il y en a qui sont plus généreuses que d'autres, mais là, on nivelle tout. Tout à fait. Voilà. Là, c'est l'indemnité légale dont on parle. On parle de l'indemnité légale, absolument. Alors, dans l'ordonnance numéro 4, vous avez diverses mesures relatives à l'extension des accords de branche, voire à leur élargissement. Et l'ordonnance numéro 5 porte sur le compte professionnel de prévention. Voilà. Qui remplace le compte de pénibilité, non? Tout à fait. En simplifiant. Alors, dans les conséquences, c'est là qu'on va avoir l'expert comptable qui va nous parler. Les budgets, là, il y a des petits changements aussi. Oui, alors effectivement, Jacques, c'est un peu... alors beaucoup ont dit on va augmenter les budgets, notamment le budget de fonctionnement. Aujourd'hui, le budget de fonctionnement, c'est 0,2% de la masse salariale. Donc cette masse salariale a été redéfinie à maintes reprises. Il y a eu beaucoup de jurisprudence par rapport à ça. Depuis quelques années, ils sont tous mis d'accord, cette masse salariale, c'est le compte 641.
Alors, le compte 641, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des salaires et des rémunérations dans l'entreprise. Donc ça comprend les congés payés, les indemnités, ça comprend pas mal de choses. Aujourd'hui, ce qui est dit, c'est que ce budget de fonctionnement va être augmenté, donc il va passer à 0,22%, mais attention, pas pour tout le monde, pour les entreprises de plus de 2000 salariés. Alors déjà, effectivement, c'est plus de 2000, ça ne concerne pas tout le monde. Et 2, ok, ça va augmenter, mais attention, la base de calcul va être revue. Puis évidemment, je vous laisse deviner, elle va être revue comment? À la baisse. Parce que concrètement, on ne va plus partir de ces comptes 641 pour calculer. Alors c'est des projets, encore une fois, on est sur des projets. On ne sait pas ce qui va être adopté vendredi, mais a priori, c'est ce qui est dedans. La base de calcul, ça va être les salaires, tout ce qui est soumis à cotisation sociale. Autrement dit, les indemnités de départ, que ce soit licenciement, ne seront plus incluses. Donc pour ceux de 2000, clairement, ça va baisser. Pour ceux qui seront au-dessus de 2000 salariés, effectivement, voilà, le 0,22, est-ce que ça va compenser ce qu'il y aura en moins? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est illusoire, à mon sens, je ne sais pas si, de penser que les budgets vont augmenter. Bien, après, il y aura la possibilité de reverser un excédent du budget de fonctionnement sur les activités sociales et culturelles. Alors, effectivement, ça c'est le deuxième point aussi qui est un peu illusoire, parce qu'effectivement, voilà, on pourra reverser effectivement l'excédent d'un budget à l'autre. Alors évidemment, on pense tout de suite à reverser un bout du fonctionnement, parce que c'est celui qui est le moins utilisé. Mais effectivement, je reviens sur ce que disait Claire avec la fusion des instances donc, et le CSE. Vous allez avoir plus de fonctions, plus de devoirs et moins de moyens. Moins de moyens parce que vous allez avoir donc moins de budget, vous avez compris, mais vous allez avoir également moins d'heures, puisque concrètement aujourd'hui on parle d'au moins 16 heures pour le CSE. Aujourd'hui, pour ceux qui avaient plusieurs casquettes, je vous rappelle, vous aviez 20 heures pour le CE, 15 heures pour les DP et entre 2 et 20 heures pour le CHSCT. Donc en gros, ça allait de 37 heures à 55 heures. Voilà. Donc ça aussi, ça va baisser. C'est fini. Voilà, c'est au moins 16. Bon, au moins 16, ça ne veut pas dire 55. Donc voilà, ça c'est. Alors effectivement, Jacques, pour revenir à ta question sur le reversement d'un budget à l'autre, donc je vous le disais, vous allez avoir plus de responsabilités parce que vous allez avoir les 3 instances à gérer avec un budget inférieur. Donc moi, effectivement, tout va passer par négociation. Donc il va falloir que vous soyez triplement formés par rapport à avant, triplement accompagnés. Donc honnêtement, moi, ce reversement d'un budget vers l'autre, je crois plutôt qu'il va se faire dans l'autre sens. Et puis il y a des charges supplémentaires, parce que les expertises CHSCT qui n'étaient pas à la charge du CE précédemment vont l'être. Alors, tu as raison, il y a plusieurs expertises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'employeur finançait différentes expertises pour le CE. Donc la politique sociale, l'analyse des rémunérations, c'était le CE qui demandait et l'employeur qui payait. Ça restera pareil. L'analyse de la situation économique et financière de l'entreprise, ça c'est pareil, ça continuera, ça restera pareil. Après, on a une autre mission qui était le droit d'alerte, qui était une mission essentielle que vous pouviez déclencher. Vous aviez le droit une fois par an de nommer un expert dès que vous aviez un doute sur la pérennité de la situation de l'entreprise. Et ça, c'était une mission qui était financée par l'employeur et qui aujourd'hui sera cofinancée. Donc à 20% par le CE, à 80% par l'employeur. Ce qui est inquiétant là-dedans, c'est qu'effectivement, d'abord c'est 20%, alors l'employeur lui il y a la TVA qui récupère, vous payez TTC, donc c'est 20%, ça va être 24%, parce qu'il faut intégrer la TVA. Et puis il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire que sur certaines missions, je pense aux orientations stratégiques, qui est une autre mission que vous pouviez faire, qui analysait l'entreprise 2 ans avant, 3 ans après. Ça, c'était une mission déjà qui était cofinancée, 20-80, mais qui était plafonnée au tiers du budget du CE de fonctionnement. C'est-à-dire que si le CE avait un budget de fonctionnement de 12 000 euros, cette expertise ne pouvait pas vous coûter plus de 4 000, même si ce n'était pas les 20%. Ce qui était quand même un garde-fou déjà quand même. Là, il n'y a pas de plafond. Donc, ces 20% pourront complètement être
enfin, c'est dangereux pour vos budgets, puisque du coup, vous allez vous retrouver, c'est ce que je disais, à avoir payé beaucoup plus de choses avec des budgets inférieurs. Alors, je voyais Luc qui voulait réagir, notamment sur ce que disait Claire tout à l'heure. Alors, ben, je vais te laisser intervenir. Oui, bon, il y a un débat sur la compréhension des ordonnances, hein, toutes les subtilités, effectivement, quand on regarde les vrais calculs, etc., etc. Bon, ce débat, il est compliqué parce que c'est un texte juridique. Et vous savez, enfin, si vous avez jeté un œil aux ordonnances, c'est article 1, l'article L212 tant est modifié comme suit, au 3e alinéa, rajouté après entreprise de plus de 50 salariés ou des choses comme ça. Donc c'est pas vraiment fait pour que ce soit très accessible à tout le monde. Mais en dehors du débat technique, il y a effectivement ces problèmes de choix d'orientation et de conception qu'on peut avoir des fonctionnements de dialogue social. Bon, là-dessus, on se rejoint pour l'essentiel sur le fait qu'au total, si on considère, et de notre point de vue à nous, mais du point de vue de beaucoup, y compris d'ailleurs du point de vue de ce que le gouvernement met en avant, si on considère qu'une entreprise est certes une machine à produire, mais que sa compétitivité, elle est liée aussi au fait que les salariés soient associés, soient respectés, soient entendus, etc., ce qui est proposé aujourd'hui dans les ordonnances ne va pas dans le sens de ce qui est annoncé, parce que ça peut rendre beaucoup plus difficile, effectivement, ce travail de représentation des salariés, d'écoute des salariés, ce qui est encore une fois l'intérêt des entreprises. Une entreprise compétitive, c'est une entreprise dans laquelle les salariés sont correctement traités, participent effectivement, ne sont pas simplement des pions, sont entendus, sont correctement considérés, payés, etc., etc. Bon. Donc ça, c'est un débat entre guillemets philosophique, de conception générale, mais qui a une traduction là dans ces textes. Après, ce sur quoi je réagissais un peu, c'est que moi j'adore les belles histoires. Il y en a des superbes en syndicalisme, mais je pense qu'il y en a qui sont quand même de belles histoires, qui ne sont pas tout à fait la réalité. Voilà. Bon. Donc, il y a un débat, qui est un débat ancien, sur, par exemple, la place du syndicalisme en entreprise. Bon, moi je considère que c'est un combat pluridécennal du syndicalisme, parce que nous sommes en France. Le gros combat, ça a été de faire reconnaître le droit syndical. C'est tout le combat fin 19e, début 20e. Et ensuite, ça a été un combat pour faire descendre le fait syndical, le droit syndical, là où les gens bossent. Et les gens, ils ne travaillent pas dans l'interpro, ils ne travaillent pas dans les branches, ils travaillent dans les entreprises. Et s'il y a un grand acquis, quand même, du syndicalisme, il date de 1968, c'est la création de la section syndicale d'entreprise. C'est-à-dire que le syndicat soit où les gens travaillent, là où les choses doivent s'organiser. Vous ne vous organisez pas au niveau de la branche, vous travaillez concrètement, voilà. Et votre branche, par contre, intervient sur des régulations entre les entreprises de la branche. Mais vous ne voyez jamais une branche, enfin, à part les gens qui sont salariés de branche, ça peut exister. Mais voilà. Et donc, la négociation d'entreprise, pour moi, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que c'est là où on est au plus proche de là où le boulot s'organise. Alors, toute la difficulté. Donc, moi, je ne l'apprécie pas comme un élément négatif, au contraire. Au contraire. Par contre, évidemment, il faut tenir compte de la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que par nature, c'est comme ça, c'est le contrat de travail, la relation, elle est dissymétrique entre un salarié et un employeur. Hein, c'est ce qu'on. Voilà, il y en a un qui est sous l'ordre. Enfin, le salarié est sous l'ordre de ses patrons. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est la nature du contrat de travail. Bon, et il faut donc rééquilibrer cette relation dissymétrique par le biais de la loi, par le biais de la défense collective et la présence syndicale, qui va introduire un peu plus de collectif et contrebalancer cette relation qui est une relation d'inégalité. Et c'est ça que je reproche aux ordonnances, moi, en particulier. Alors, il n'y avait pas, parce qu'on peut se raconter du baratin, d'abord, le fait que le droit du travail s'est modifié, ça date pas de ces ordonnances. Bon, voilà. Il y a des grands acquis, j'en ai cité un, c'est 68, avec la création de la section syndicale d'entreprise. Mais enfin, il y a les lois Auroux, bon, qui ont renforcé ce mouvement-là pour qu'il y ait un droit de présence, et pas que de présence, pas que de témoignage, d'action dans l'entreprise, là où les gens travaillent. Ça vous fait une belle jambe de savoir que vous avez droit à tel ou tel truc. Vous raisonnez toujours sur vos conditions pratiques de travail et c'est normal. Et c'est là qu'on attend le syndicalisme d'ailleurs. Il est efficace là où on le voit. Donc, et on ne le voit pas beaucoup dans les branches, ni malheureusement au niveau national interprofessionnel. C'est des débats qui sont souvent perçus comme un peu éloignés. Bon, voilà. Donc, moi, c'est pas ça que je reproche.
C'est pas ça que je reproche. Ce que je reproche effectivement, ce sont les aspects déséquilibrés. Et j'ai pas la même appréciation sur, par exemple, l'ordonnance numéro 1, où, enfin, on est parti de conneries, passez-moi l'expression sans nom, sur le toute entreprise. C'est vachement bien, la négociation d'entreprise, c'est super, surtout dans les entreprises où il n'y a pas de négociation. Il pourra pas y avoir des négociations d'entreprise. Une TPE où vous avez 2 salariés, vous n'allez pas vous mettre à négocier un accord en bonne et due forme. Je rappelle qu'un accord, quand même, c'est un accord qui a une valeur normative, qui a une portée juridique. Donc vous ne négociez pas un acte juridique à 2 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on va se réunir dans l'arrière-boutique et on va voter à 2. Enfin, c'est complètement idiot, ça n'a aucun sens. Et évidemment, vous n'êtes pas des spécialistes du droit du travail, ni de quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, même c'est ça qui ne va pas dans cette histoire-là. Et c'est là où attends, je finis. Et c'est là où la branche est évidemment un élément décisif, parce qu'elle a un double aspect. C'est l'aspect de régulation économique et qui évite que le low cost social ou le high cost social, parfois d'ailleurs, soit le mode de relation entre les entreprises de la branche. Donc il faut de la régulation, mais elle est l'élément central où il peut se passer de la négociation de la régulation collective, notamment pour toutes les petites entreprises, notamment les très petites entreprises. Et d'ailleurs, quand vous regardez les accords de branche, une fois qu'on ne les a pas fantasmés, bon, vous avez des accords de branche qui sont parfois très très vides, qui se contentent de répéter le code du travail souvent, là où il y a des grosses entreprises, parce que l'essentiel se régule dans l'entreprise. Voilà. Et par contre, les accords de branche sont souvent beaucoup plus remplis dans les branches où il y a beaucoup de TPE. Parce qu'il n'y a pas de négociation collective véritable dans les toutes petites entreprises et on a besoin de ce niveau-là. Et en plus, en dehors du fait qu'il n'y a pas de négociation, quand vous négociez quelque chose, il faut avoir les moyens de la négociation. Une boîte de 300 000 salariés a quand même les épaules solides. Voilà, y compris financièrement, si elle le veut, c'est un autre sujet. Bon, une boîte de 2 ou 3 salariés, qu'est-ce que vous faites? C'est beaucoup plus intéressant de le mutualiser au niveau de la branche. Bon. Et là, pour le coup, je trouve plutôt positif, moi, parce qu'on était parti du toute entreprise, on est réussi à faire acter que la branche avait effectivement un plus, et qu'en plus, enfin, tu le disais, les 11 domaines qui sont explicitement formulés par rapport à tous ceux qui voulaient faire disparaître la branche, ça c'est plutôt positif. Après, moi j'aurais mis autre chose que dans les 11 domaines. Donc ça c'est un débat évidemment. Voilà. Il y a des choses dont je pense qu'il faut une politique volontariste, où il faut avoir effectivement un accord de branche qui tombe, mais on ne découvre pas non plus, on n'était pas dans un monde du travail dans lequel les choses s'emboîtaient miraculeusement, et où en plus, enfin entre nous, il y a des militants syndicaux peut-être ici, tout militant syndical savait par cœur quel était le code du travail, savait par cœur qu'est-ce qu'il y avait dans sa convention collective, négocier en faisant bien attention à ce que tout soit respecté, etc. C'est un peu plus compliqué que ça, très honnêtement, d'autant que depuis des décennies maintenant, toute l'évolution du code du travail s'est beaucoup fait à coup de dérogations, hein, énormément de dérogations, si bien que entre le monde bien organisé qu'on nous présente et le monde réel, c'était pas tout à fait ça. La loi Fillon, elle est antérieure à tout ça. Et c'est la loi Fillon qui remet aux négociateurs de branche la possibilité de dire est-ce que cet accord de branche qu'on vient de négocier, il est normatif descendant, ce que tu évoquais, ou est-ce qu'il est verrouillé, ou est-ce qu'on décide que bon, on peut le laisser adapter par les entreprises. C'est la responsabilité des négociateurs de branche. Donc c'est pas un élément nouveau. Voilà. Je dis ça par rapport à cet aspect-là parce que c'est une conception un peu quand même des choses qui n'est pas forcément identique entre tout le monde. Donc comme je porte ça, moi je préfère le dire. Ça n'évacue rien de ce qu'on évoquait sur les autres sujets où je suis d'accord, ou très clairement, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, c'est l'essentiel des arbitrages qui ont été rendus sont des arbitrages qui vont davantage déséquilibrer ce rapport qui est un rapport d'inégalité aujourd'hui dans la relation employeur-entreprise, et il est vraiment conçu comme ça, avec un affaiblissement effectivement de ses capacités à discuter d'égal à égal, ou au moins pas trop d'inégal à égal, hein, voilà, entre employeurs et salariés, et entre employeurs et surtout représentants des salariés. C'est ça qui est un élément fondamental, je pense, et c'est la philosophie qui ne nous va pas dans ce qui transperce l'ensemble des ordonnances. Alors, Claire voulait réagir au propos de Luc. Oui, juste sur cette question de la négociation d'entreprise, c'est vrai que discuter au niveau de l'entreprise, bien évidemment, en soi, c'est pas une mauvaise chose.
Ce qui est dérangeant, en fait, c'est que le cadre qui entoure cette négociation d'entreprise, on est en train de le déréguler. Il était régulé parce qu'il y avait un espèce de principe de faveur qui donnait une certaine protection. Il est dérégulé aussi dans les types d'accords qu'on peut négocier, et notamment quand même, alors ça date pas des ordonnances, hein, puisque c'était avant la loi travail et encore avant la loi de sécurisation de l'emploi, mais on assiste aussi à des nouvelles, ce que j'appelle des générations d'accords, qui sont des accords qui vont avoir des effets même sur les contrats de travail. Ça aussi, c'est relativement nouveau. Avant 2013, ça n'existait pas. Alors là, Macron n'invente rien. Il a pris ce qui existait avant, il l'a fusionné simplement. Il l'a aligné sur le régime, on va dire, je vais le dire simplement, mais le plus trash pour le salarié qui refuserait l'accord. Les accords de mobilité, les accords de maintien de l'emploi, les accords de préservation ou de développement de l'emploi. Tout ça, ce sont des accords, ou même les accords d'aménagement du temps de travail, hein, maintenant, ce sont des accords qui, avec des flexibilités, et le fait que ce soit signé. Alors en soi, bien évidemment, on peut, et heureusement que les délégués syndicaux au niveau des entreprises ne signent pas n'importe quoi, effectivement, mais le problème quand même, c'est que le niveau de l'entreprise, même si c'est là où les gens travaillent, c'est là où il y a le plus de pression, où il y a plus la peur de perdre leur emploi. On a vu des salariés qui validaient à 100% par des référendums qui n'étaient pas des référendums légaux au sens où on l'entend aujourd'hui, mais qui validaient ou qui demandaient à leurs délégués syndicaux de signer un accord, y compris pour baisser leur propre salaire ou augmenter leur temps de travail en gagnant pareil. Juste parce que Bosch à Lyon, pour mémoire, Smart, voilà. pas Goodyear, l'autre. Goodyear, ils ont fermé. Continental, ouais, voilà. Aussi, et alors c'était tout à titre provisoire. C'est tout à titre provisoire, mais comme on est en France, le provisoire devient souvent définitif. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça, ce qui montre bien. Alors, c'est vrai que ici à Paris, entre guillemets, on est un peu plus protégé par ça parce qu'on a un bassin d'emploi qui est quand même plus dynamique, etc. Ceux qui ont négocié ces accords, il y avait aussi des bassins d'emploi un petit peu sinistrés où les gens ils voient bien qu'autour d'eux les boîtes ferment. Moi, franchement, j'interviens partout en France. Je vois des zones industrielles où il y a tous les rideaux fermés. Comment, quand on est dans un bassin d'emploi, enfin, je veux pas donner de nom de ville parce que, mais comment dans certains bassins d'emploi, on se dit que l'emploi il est plus là. Donc effectivement, quand l'employeur dit bah, c'est une passe difficile pour éviter une délocalisation, ou bien vous faites un effort, ou bien bah, on va délocaliser. Donc du coup, c'est là c'est un danger, ça. Alors après, bien sûr, mais ça remet pas en cause l'importance de pouvoir discuter au niveau de l'entreprise, l'importance de pouvoir de temps en temps fixer ses propres règles, mais c'est jusqu'où on permet de fixer ses propres règles. C'est ça la question qu'il y a derrière cette inversion, on va dire, de la hiérarchie entre la branche et l'entreprise. Donc oui, il y a 11 domaines qui sont sauvés. Vous savez ce qu'on dit dans ce type de négociation? Il faut faire 3 colonnes. Hein. Dans la première colonne, c'est ce qu'on a gagné. Dans la deuxième colonne, c'est ce qu'on a réussi à sauver. Et dans la troisième colonne, c'est ce qu'on a perdu. Il faut faire le bilan à la fin. Il faudrait faire ça pour les ordonnances, prendre le droit antérieur. Donc oui, il y a des choses qui ont été gagnées. Didier a parlé de la majoration de l'indemnité. Bon, ok. Alors après, en plus, ce qu'on gagne, ce qu'on va vous vendre, c'est aussi que c'est pas forcément dans cette négociation-là. Je rappelle qu'il y a d'autres négociations qui vont s'enclencher là sur l'assurance chômage, etc. Parce que là, on voit qu'une partie, mais tout ça est lié à d'autres négociations nationales interprofessionnelles qui vont s'enclencher. Mais il y a quand même un vrai risque. Alors après, ce risque, c'est comment on le régule, comment on fait, et est-ce que vous serez encore, mais je le dis sous une forme interrogative, hein, je veux pas avoir... il faut être suffisamment fort pour résister à tout ça. Parce qu'il y a quand même des choses très importantes qui sont touchées. Sur l'ordonnance numéro 3 sur l'emploi, par accord, on va pouvoir négocier des plans de départ volontaires, mais qui ne vont plus forcément s'insérer dans le droit du licenciement économique, qui ne seront pas forcément accompagnés pareil. Alors, si on a des négociateurs qui ont un poids, qui ont un rapport de force, qui arrivent à négocier des bonnes mesures, pourquoi pas? On se dit que l'équilibre, il se trouve. Mais on sait que l'équilibre, il est fragile, et le rapport de force, il est très fragile au niveau de l'entreprise. Voilà. Parce que vous avez des salariés... Regardez, je vais vous prendre un exemple. Regardez le travail du dimanche, il y a quelques mois, années maintenant, où on s'est retrouvé avec des salariés qui manifestaient contre leur organisation syndicale, parce que eux, ils voulaient, au nom du droit, à travailler le dimanche. Donc, vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez? Donc, on se retrouve dans des situations quand même impossibles. C'était peut-être pas des salariés, il y avait sans doute des jaunes, il y avait sans doute des gens téléguidés par la direction, mais en attendant, c'était là.
Voilà, en attendant, c'était là et ça changeait rien. Et être délégué syndical, alors c'est nécessaire et essentiel, parce que s'il n'y en a pas, moi je pousse pour l'implantation syndicale dans les entreprises, parce que s'il n'y en a pas, c'est pire, parce que de toute façon, l'employeur il pourra négocier avec les élus demain, etc. De toute façon, les substituts, ils existent déjà. Donc il faut ça pour qu'il y ait une culture syndicale, pour qu'il y ait des structures derrière, pour qu'il y ait un accompagnement, pour qu'il y ait un contrôle juridique sur ce qui est négocié. Donc c'est hyper important qu'il y ait des organisations syndicales et qu'il y ait des gens pour négocier. Mais par contre, c'est un exercice périlleux, la négociation collective. Plus périlleux parce que le cadre de la négociation collective est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus dérégulé qu'hier. Et ça, c'est important de le dire quand même. Didier, quels sont les outils qui vont rester au CSE ou aux délégués syndicaux, ça on reviendra avec Luc dessus, pour peser et négocier le rapport de force? Comment on va l'instaurer avec ce désamour pour l'organisation syndicale? Alors déjà, juste faire un point sur une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la généralisation des accords majoritaires. Ça, je pense que c'est important de l'évoquer. Aujourd'hui, pour négocier un accord d'entreprise, il fallait qu'il soit d'une part négocié par la direction et d'autre part par le ou les délégués syndicaux. Du point de vue de la partie syndicale, des délégués syndicaux, il fallait qu'on ait recueilli au moins 30% des voix pour que la signature soit valable. Ensuite, on a demandé à ce que, toujours du côté des délégués syndicaux, on ait atteint au moins 50% des voix aux élections professionnelles. Ce principe qui veut qu'on passe d'un total de 30% à 50% pour pouvoir signer un accord du point de vue des délégués syndicaux, ça va être généralisé à partir de mai 2018. Ça, c'est le premier point. Et le second point, je rejoins Claire lorsqu'elle dit que ça va être périlleux de négocier, c'est que lorsque les syndicats, les signataires du côté des délégués syndicaux n'ont pas atteint les 50%, on peut se contenter du côté des syndicats, de syndicats qui ont obtenu 30%, dès lors que derrière, il y a un référendum. Sauf qu'à ce jour, ce référendum devait être demandé par les syndicats. Et avec nos ordonnances, qu'est-ce qu'on nous a rajouté? On nous a rajouté que le référendum pourra être désormais demandé par l'employeur. Donc ça, c'est pas négligeable. Si les syndicats ne s'y opposent pas. Il faut quand même l'indiquer, c'est quand même important, c'est quand même une évolution non négligeable. À partir de quand on considère que les syndicats s'y opposaient? Quand ceux qui pèsent plus de 50% s'y opposent ou qu'un syndicat s'y oppose? Non, c'est les syndicats qui représentent 30% signataires. 30%. En fait, il y aurait une négociation qui aurait emporté un niveau de signature que de 30%. Que de 30%, c'est-à-dire pas les 50% nécessaires pour que l'accord puisse entrer en vigueur. Dans ce cas-là, soit les syndicats signataires, donc qui ne sont pas suffisants en audience, on va dire, pour que leur accord soit valide, soit l'employeur peut solliciter un référendum direct. C'est-à-dire, finalement, c'est une chance au grattage, une chance au tirage un peu. Si on n'a pas réussi à emporter le niveau de signature de 50%, on demande l'avis des salariés. Donc effectivement, jusque-là, ce que précisait Didier, c'est que seuls les syndicats signataires pouvaient demander le référendum. S'ils pensaient que c'était trop compliqué ou que ça allait générer trop de tensions, ils pouvaient s'abstenir et dire tant pis, l'accord rentre pas en vigueur. Là, cette possibilité, elle est donnée à l'employeur. Alors il faut que les syndicats ne s'y opposent pas. Mais c'est vrai que dans l'hypothèse du référendum, si on va au bout du bout, alors peut-être que les syndicats s'opposeront, c'est-à-dire diront à l'employeur non, on ne valide pas votre demande de... En clair, l'employeur va devoir demander au syndicat s'il peut organiser un référendum pour valider l'accord. Si les syndicats disent non, donc c'est pas le droit d'opposition d'avant, on est sur un nouveau régime et c'est l'opposition au référendum, à l'organisation d'un référendum dont on parle. Mais si ça va au bout, c'est vrai qu'il y a un risque aussi de désaveu qui est là. Il y a un risque de désaveu. Et surtout de possibilité de contourner éventuellement des syndicats qui auraient, eux, obtenu la majorité. Il y a aussi ce risque-là. Pour revenir sur la question des moyens, qu'est-ce qui existe aujourd'hui et qu'est-ce qui change demain? Aujourd'hui, un élu, je vais parler d'un élu de CE, pour travailler, pour défendre l'intérêt collectif des salariés, il y a déjà tout d'abord la formation. En général, la première démarche que va faire un élu lorsque il arrive au CE, ça va être de se former. La loi prévoit un certain nombre de jours de congé de formation afin d'avoir déjà un bagage de départ pour pouvoir ensuite exercer sa mission. Ce droit à formation n'est pas touché. Heureusement que dans le cadre du comité social et économique, vous allez continuer à bénéficier
de votre congé formation. Ça, ce n'est pas touché. C'est très important, et j'insiste bien là-dessus, de pouvoir vous former, parce que comme on le disait Elodie, demain, vous avez compris que vos missions, vos responsabilités deviennent de plus en plus importantes. Aujourd'hui, vous étiez soit DP, soit CE, soit CHSCT, avec donc des spécificités particulières. Demain, vous avez les 3 casquettes dans une même instance, donc il va falloir se former pour pouvoir être efficace, je dirais pouvoir gérer votre mandat de manière efficace, mais aussi défendre l'intérêt collectif des salariés. Ensuite, eh bien, vous aviez également les expertises. Et à ce titre-là, vous aviez plusieurs types d'expertise. Vous aviez tout d'abord l'expertise comptable, dont Elodie a parlé, puisque la loi prévoit ce qu'on appelle des consultations périodiques. Vous avez tous les ans au moins 3 consultations périodiques. Une consultation sur la situation économique, une consultation sur les orientations stratégiques et une consultation sur la politique sociale. D'accord ? Pour ces 3 consultations, il vous est possible de faire appel à un expert comptable qui vient pour vous apporter un éclairage sur la situation économique et vous permettre quelque part de rééquilibrer le dialogue social. C'est en cela où l'intervention de l'expert comptable a quand même un rôle extrêmement important. Pour les missions politique sociale et situation économique, la mission de l'expert comptable, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est rémunérée à 100% par l'employeur. Et on a vu que pour les orientations stratégiques, il y a un cofinancement. L'employeur paie 80% et le CE paie 20%, avec un plafond qui est le tiers du budget de fonctionnement. Alors, il y avait également d'autres missions. Vous aviez également, en tant que CE, la possibilité de faire appel à un expert comptable dans le cadre de ce qu'on appelle un droit d'alerte. C'est-à-dire que lorsque la situation économique vous paraissait être dégradée, il vous était possible de demander des explications à l'employeur pour comprendre justement pourquoi la situation s'était dégradée et surtout savoir qu'est-ce qu'il comptait faire pour pouvoir remédier à la situation. Et dans le cadre de cet exercice, dans le cadre du droit d'alerte, vous aviez le droit de faire appel à un expert comptable dont la mission était rémunérée à 100%. Alors ça, c'est un point qui change demain. D'accord ? Vous avez toujours le droit de faire appel à un expert comptable lorsque vous serez dans le cadre du comité social et économique, sauf que l'ordonnance nous dit que cette fois-ci, la mission ne sera plus rémunérée à 100% par l'employeur, mais il sera prévu un cofinancement. D'accord ? 80% sera pris en charge par l'employeur et 20% sera pris en charge par le CE, mais là, on ne parle plus de plafond. Donc j'attire bien votre attention là-dessus parce que c'est vrai que déjà, le budget de fonctionnement va quelque peu baisser puisque l'assiette n'est plus la même, mais en même temps, vous allez devoir prendre en charge des choses que vous ne preniez pas en charge auparavant. Alors, on vous rajoute à cela que il est possible de transférer une partie du fonctionnement sur les œuvres sociales. Ça, pourquoi pas, mais faites attention. Ou l'inverse. Faites attention. Si vous voulez toujours être efficace, d'une part dans la gestion de votre mandat, mais surtout, et c'est ça votre rôle, dans la défense de l'intérêt collectif, enfin, vous avez intérêt à garder du budget de fonctionnement pour vous former, mais surtout pour pouvoir faire appel à des experts comptables, pouvoir faire appel à d'autres experts pour pouvoir, encore une fois, être en capacité de négocier, rééquilibrer le dialogue social. Vous avez compris qu'avec ce qui va se passer demain, enfin, votre mission, elle va être beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Sur ce point-là, je raconte toujours la même histoire. Ça se passe en Picardie. Un groupe italien rachète une entreprise française et le patron du groupe italien vient, réunit les salariés dans la cour de l'usine et dit: la semaine entre Noël et jour de l'an, cadeau. Alors évidemment, la cote de popularité du patron monte et le secrétaire du CE va faire son tour à la chasse le premier jour de congé et il voit qu'il y a des camions dans la cour de l'usine qui sont en train de vider les machines de l'usine. S'il avait bouffé son budget de fonctionnement en achetant des Rolex aux salariés. Alors, on n'achète pas des Rolex avec le budget de fonctionnement. C'est pour la caricature toujours. Comment il aurait fait pour sortir le chéquier, pour payer l'huissier, entamer les procédures, etc. C'était cuit. Il constatait, lui, avec son fusil sur l'épaule, que les machines partaient ailleurs, en Europe de l'Est, etc. Donc c'est là qu'il va falloir être encore avec ces charges supplémentaires, plus prudent dans la gestion de ces budgets-là. Oui, parce que c'est un miroir aux alouettes finalement de croire que vous allez pouvoir transférer d'un budget à l'autre, parce que beaucoup sont très friands de ça. Mais est-ce que le but derrière, c'est de ne pas vous transformer en agence de voyage et puis en laissant au patron toute la partie économique à gérer? Moi, je tiens à dire aussi que vous n'êtes pas là pour donner aux salariés les augmentations de salaire que l'employeur ne leur donne pas.
vous en aurez jamais assez de budget de fonctionnement. Hein. Vous en aurez jamais assez. Si c'est juste pour donner des bons d'achat en plus. Social. Oui. Oui, ah oui, tu veux dire de mettre les deux. Ouais. Voilà. Non, si c'est juste pour donner des bons d'achat en plus, c'est sûr que les salariés vous le demandent. Les salaires, ils augmentent plus, etc. C'est sûr que les gens, ils ont des besoins de pouvoir d'achat. Il y a des secteurs où les salaires sont très bas. Donc, ils comptent. Vous mettez du beurre dans les épinards. C'est le petit plus. Donc, c'est effectivement les salariés, c'est plus facile de s'adresser à vous. Le problème, c'est, on va pas troquer. Je m'excuse de le dire comme ça, hein, mais droit et dignité pour quelques euros de plus à dépenser je ne sais où. Parce que c'est pas ça vos attributions économiques. Et ça, alors moi ce qui me met en colère, c'est que quand même, vous savez à combien s'élève le budget de fonctionnement médian? Médian, ça veut dire il y a la moitié des CE qui ont moins, l'autre moitié qui a plus. Vous pensez que c'est à combien le budget de fonctionnement médian? Vous savez pas? 8 000 € par an. 8 000 €. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup plus de petits CE que de gros CE. Donc, vous imaginez si vous avez la moitié des CE ont moins de 8 000 € par an en budget de fonctionnement. Comment on va pouvoir financer des expertises? Est-ce que de mettre 20% je suis désolée, hein, est-ce que de mettre 20% à la charge des CE, c'est pas les priver du droit à expertise? Mais complètement. Voilà. Mais complètement, parce que et puis c'est ça finalement. On peut pas, ils ne vont pas déclencher d'alerte parce qu'ils n'auront plus rien. C'est quoi? C'est vous déclencherez une alerte quand vous aurez les moyens? Va falloir économiser. Comment vous allez défendre les salariés si vous utilisez cette bascule? Ça va être... Le fond de l'ordonnance, en fait, c'est de vous contraindre à être gestionnaire d'une épicerie et non plus d'avoir de prérogatives économiques. Alors l'argument de M. Macron, c'est celui-là, c'est de dire oui, mais il y a des experts qui ont abusé avec des notes, ce qui est probablement vrai. Mais si, c'est probablement vrai, mais c'est pas. Mais est-ce que la réponse est adaptée à la problématique qui est observée? Je ne suis pas sûre. C'est pas en donnant une privation ou en obligeant une mise à la charge alors qu'on sait que les budgets sont inégaux d'un CE à l'autre. Si c'est le CE de EDF, je dis pas le contraire. Il a sans doute les moyens de financer 20% de ses expertises, mais c'est pas le commun des CE. Et pour autant, les projets de l'entreprise, c'est pas vous qui les dictez. Ils arrivent comme ça. C'est l'employeur qui les projette. C'est l'employeur qui vous les met au-dessus de la table. Parce que là, on parle d'expertise comptable, mais c'est vrai aussi pour une expertise CHSCT. L'expertise projet important modifiant les conditions de travail. Celles-là aussi vont être cofinancées. Alors avant, on pouvait pas quand le CHSCT, parce qu'il n'avait pas de budget, il pouvait rien financer, mais maintenant qu'on le dissout dans le CSE, bah voilà. Alors, quelle est la vision de Luc là-dessus sur le fait qu'on veut résumer finalement le comité d'entreprise à gérer une épicerie plutôt que s'occuper de ce qui se passe dans l'entreprise d'un côté purement économique? Est-ce que là-dessus, le syndicat, avec un S majuscule, c'est-à-dire les organisations syndicales, réagissent à ça? Parce que finalement, le bout du bout, à la fin du quinquennat, on en sera peut-être là. Alors oui, enfin, il n'y a pas une approche spécifique de l'UNSA là-dessus. Je pense qu'au-delà des sigles, etc., tout le monde est à peu près d'accord par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans l'instance unique, parce qu'on aurait pu avoir une instance unique qui perdait des prérogatives exercées jusqu'à présent par 3 instances différentes. Bon, donc pour le moment, après lecture attentive, on ne peut pas dire qu'on perde de prérogatives, sauf que au lieu d'être dans une formation tripartite, on sera une seule instance qui aura à charge l'ensemble des missions qui étaient jusqu'à présent exercées par 3 instances différentes. Bon, donc, mais enfin, on a quand même gardé l'instance. Je dis ça parce que sur la suite, on va voir ce que seront les ordonnances une fois qu'elles seront adoptées, mais le combat syndical ne va pas s'arrêter. On continuera à essayer de défendre les conditions de travail des personnels, on continuera à essayer de défendre les problèmes de santé, d'hygiène et de sécurité, etc. Sauf que l'outil principal, ce ne sera plus le CHSCT, ce sera le CSE, qui n'aura pas d'ailleurs, selon les cas, une commission spécialisée. Mais enfin, on peut ne pas avoir de commission, on a quand même la mission qui relève de l'instance. Alors, sur ce qui était dit, c'est très subtil. Si vous raisonnez en principe général, le fait que, écoutez, s'il y a de l'argent en trop qu'on n'a pas utilisé pour le budget de fonctionnement, c'est quand même idiot de ne pas le verser sur, je sais pas, un peu plus de possibilités de départ en vacances ou des trucs comme ça. C'est le bon sens. Et l'inverse, si on n'a pas dépensé tout l'argent, peut-être que si on peut en mettre un peu plus sur le budget de fonctionnement, donc c'est un raisonnement très simple, et on se dit, mais pourquoi vous êtes contre?
Alors on ne peut pas être contre le principe, mais moi j'adhère à ce qui est dit ici, parce que je sais pertinemment, comme militant syndical, que quand on veut être élu, bah, de temps en temps, il y a des choses qui passent plus au personnel que d'autres. Et souvent, c'est plutôt l'aspect action sociale et culturelle qui parle à la masse des salariés, qui parfois votent plutôt pour tel choix, que sur le contrôle économique qui peut être fait, le fait que les élus en CE soient formés, ou des choses de cette nature. Bon. Et donc, il y a un danger, entre guillemets, électoraliste. Puis après, il y a la pratique. Mais bien sûr. Parce qu'effectivement, une fois que vous leur avez donné le bon d'achat une année ou les vacances une année pour l'élection, forcément, on parlait d'avantages acquis tout à l'heure, mais les salariés, et c'est normal, s'habituent, on redemande. L'année d'après, vous n'allez pas leur dire que vous ne pouvez pas leur redonner. Mais ça, je pense que ça, c'est une discussion qu'il faut que tout le monde ait, et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile sur quel choix on peut assumer, et il y a parfois des choix, il faut défendre les salariés contre eux-mêmes. Ah oui. Hein, c'est très populaire le télétravail, par exemple, et à juste titre, ça peut faciliter la vie des gens, mais travailler la nuit, par exemple, c'est pas bon pour la santé, voyez. Bon, et pourtant on peut, parce qu'on travaille chez soi, parce qu'on s'arrange plus, etc. On se dit bon bah c'est pas grave, j'ai bossé jusqu'à 2 heures du matin, puis je me lèverai un peu plus tard, et puis ci et puis ça. C'est séduisant parfois. Bon, sauf que quand on le fait de façon répétée, à terme, c'est un des critères de pénibilité. Et donc, il faut à un moment donné que les syndicats soient impopulaires. Il y a parfois des choses qu'il faut faire contre l'intérêt supposé des gens. Il faut pouvoir leur expliquer, bien sûr. Alors, je voudrais juste dire une chose qui est importante. On va laisser poser les questions. Je termine juste sur un aspect qui est un aspect pas facile à expliquer, qui a été au cœur quand même des messages qu'on a fait remonter, nous, auprès du gouvernement, sur ce choix d'une instance unique. Alors, je passe sur l'absurdité, c'est quand même une contradiction de dire il faut pouvoir négocier dans l'entreprise parce qu'il faut pouvoir adapter aux réalités très diverses des entreprises. C'est vrai que c'est des réalités très diverses, et la négo d'entreprise est censée pour ça, sauf pour l'instance de représentation des personnels. Autrement dit, on a dit, voilà, tout le monde va être chaussé, c'est pointure 37 pour tout le monde. Alors ceux qui chaussent du 37 sont ravis, ceux qui ont des pieds plus petits vont essayer de se débrouiller pour rentrer dans les chaussures, ce sera plus facile, et tous ceux qui ont les pieds plus longs, bah, il faudra qu'ils fassent avec, ils souffriront toute la journée et toute l'année, mais c'est pas grave parce qu'on l'a décidé. C'est pareil sur l'instance unique. C'était beaucoup plus intelligent, parce que ça se faisait déjà quand même, oui, hein, d'adapter aux réalités très diverses des entreprises. Vous avez des entreprises qui ont une organisation très complexe, et il fallait, et c'était déjà le cas aujourd'hui, tous les CE, tous les CHSCT, tous les DP fonctionnaient pas pareil, avec la même implantation, pas sur les mêmes périmètres. C'était adapté, c'était beaucoup plus intelligent d'en faire un élément que les acteurs de l'entreprise puissent mettre en place. Hein, pour éviter la chaussure 37 pour tout le monde. Oui. Dernier sujet important, c'est que si vous concentrez, comme ça va être le cas, toutes les missions au sein d'une même instance, ça veut dire que les élus du personnel, il va falloir qu'ils soient polyvalents. Alors, ça présente un avantage, hein, parce que nos 3 systèmes séparés, de temps en temps, les élus de CE ne savent pas du tout ce que disent les DP. Les CHSCT, il y a des gens qui font des trucs dans leur coin. Parfois, ça ne fonctionne pas toujours de façon idéale. Là, au moins, vous avez l'intérêt d'avoir tout ramassé et d'avoir une vision globale. Sauf que, pour être efficace comme élu, et comme il y aura sans doute plutôt moins d'élus, on verra ça dans les décrets d'application, ça oblige à une certaine professionnalisation. Et du coup, celles et ceux qui sont des militants d'entreprise savent que, à l'UNSA, c'est comme ça, mais j'ai la faiblesse de penser qu'il n'y a pas qu'à l'UNSA. Quand on doit faire des listes pour les élections d'entreprise, il y a rarement des files d'attente de salariés qui disent « Eh oh, je veux absolument me présenter ». Et le travail des militantes et des militants, c'est plutôt de convaincre des gens de faire le pas. Et qu'est-ce qu'on dit ? « Bah écoute Mohamed, t'es un peu grande gueule, tu t'entends bien avec tes collègues. Franchement, tu crois pas que tu pourrais te présenter là pour être DP par exemple ? Et hop, on l'attire. Toi Sandrine, t'aimes bien tel ou tel truc ? Bon, allez, t'aimes bien les sorties, les trucs, etc. Tu pourrais pas venir bosser avec nous au CE sur les activités culturelles, etc. C'est comme ça qu'on fait dans la pratique. Là, le profil, c'est, dis donc Mohamed, c'est bien parce que tu es un bon porte-parole de tes collègues. Puis, si tu avais quelques visées économiques sur le devenir de l'entreprise, ce serait bien. Par ailleurs, si tu as 2-3 éclairages quand même sur les questions d'hygiène et de sécurité, ce serait indispensable. Puis au passage, quand même, si en matière sociale et culturelle, tu es un peu branché, c'est bien. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve des gens qui acceptent de s'engager, mais en plus,
sur des missions qui vont être difficiles à rendre, parce que on va être beaucoup plus polyvalent dans une instance qui va devoir tout traiter. Et derrière, ça évolue vers une spécialisation et une professionnalisation des représentants des personnels qui est parfois efficace. Mais si on fait ça, on va tuer le syndicalisme à terme, parce que le syndicalisme, il n'est pas fait de professionnels. Il est fait de Mohamed qui est cariste, il est fait de Sandrine qui est, je sais pas quoi, hôtesse de caisse, de X qui est, je sais pas quoi, frigoriste, etc. On n'est pas des agrégés de droit, on n'est pas des spécialistes des questions, etc. On le devient, on travaille, on est des représentants de celles et de ceux avec lesquels on travaille. Il faut donc que ce lien de proximité, il soit maintenu, et il est plus difficile à maintenir dans une instance unique qui risque d'avoir moins de moyens, et c'est une transformation profonde du syndicalisme. Alors, c'est séduisant, hein, c'est séduisant dans un premier temps, mais quand les vieux routiers, les vieilles routières qui maîtrisent petit à petit l'ensemble des dynamiques vont partir en retraite, et en plus, des fois qu'ils partent pas, on a limité les mandats à 3 mandats successifs, ils seront dégagés, comment on va faire ? Et on va finalement appauvrir les choses. Et c'est ça qui est très préoccupant. Alors, c'est compliqué à expliquer, peut-être, mais sur la suite, c'est une dynamique inquiétante. Comment on fait pour renouveler les cadres? Comment on fait pour attirer de nouvelles militantes, de nouveaux militants? Comment est-ce qu'on fait pour que les salariés soient plus acteurs de leur vie collective de salariés? C'est cette donnée-là qui est totalement méprisée par les ordonnances. Alors, on va vous permettre on va continuer à tourner. Je dis ça pour Jean-Noël, on continue à tourner. Vous allez poser vos questions à chacun en disant à qui s'adresse la question, pour savoir si c'est un des deux experts, ou l'expert comptable, ou le syndicaliste qui doit vous répondre. Est-ce que vous avez des choses qu'on n'a pas abordées dans ces ordonnances, qui peuvent vous inquiéter, comme la rupture conventionnelle collective, comme des points sur les nouvelles procédures de PSE, sur des consultations? Bonjour. Alors, a priori, d'après ce que j'ai entendu et ce qu'on a pu lire, et donc je pense que ça sera plus... Ouais, c'est un peu compliqué à parler. Alors, je ne sais pas vraiment à qui ça s'adresse. Il serait possible de licencier en France, alors que le groupe au niveau mondial est en bénéfice. Est-ce que ça c'est vrai et dans quelle mesure? Alors oui, effectivement, il est prévu dans une des ordonnances que lorsque vous êtes dans une entreprise à dimension internationale qui doit procéder à des licenciements économiques parce que elle est confrontée à des difficultés économiques, il est vrai que le niveau d'appréciation des difficultés économiques va passer du secteur d'activité auquel appartenait l'entreprise à effectivement une analyse qui se fait sur le territoire national. Peut-être donner une précision, c'est en fait une modification du droit. Lorsqu'il y a un licenciement qui est déclenché pour des raisons économiques, on a toujours la possibilité, on reste quand même un peu en démocratie, de contester le motif économique du licenciement, de dire, vous justifiez les suppressions d'emplois par la situation économique, je le conteste et je le conteste devant le tribunal. Et c'est le juge qui doit trancher. Le juge aujourd'hui, pour apprécier ça, il a une possibilité de juger sur l'ensemble de la situation de l'entreprise. Et si elle est internationale, il peut dire, oui, c'est sur le site français, mais moi je considère que cette entreprise, elle n'est pas que française, elle est implantée en Europe, par exemple. Bon voilà, et je considère que la situation générale de l'entreprise sur l'ensemble de ces sites ne justifie pas un licenciement économique. Ce que dit l'ordonnance, c'est qu'elle réduit le pouvoir d'appréciation du juge simplement au territoire national. C'est-à-dire qu'un juge qui aujourd'hui voudrait dire, attendez, en France, vous licenciez, mais enfin, au Portugal, en Allemagne et je sais pas où, en Italie, vous êtes plus que bénéficiaire. Donc, je vois pas pourquoi vous licenciez, vous pourrez vous réorganiser et conserver l'emploi. Et je conteste, au niveau, en tant que juge, la validité juridique du licenciement. Il ne pourra plus le faire parce qu'on va réduire son pouvoir d'appréciation. Je dis ça parce que c'est subtil, mais c'est la même chose qui se passe sur les indemnités pour licenciement pour cause non réelle et sérieuse. C'est pour tous les gens qui contestent ça devant les prud'hommes et où on estime que quand les prud'hommes ont établi que la cause n'était pas réelle ou sérieuse, donc il y a eu un préjudice qui a été subi du fait d'une mesure qui n'était pas légale. Et on veut réparer ce préjudice. Et c'est le boulot des prud'hommes. Et nous, ce qu'on conteste, c'est que c'est pas qu'on répare ce préjudice, c'est que le préjudice, il faut que le juge puisse l'apprécier lui-même. Et c'est pas le même préjudice. Il n'y a pas un préjudice type. Or là, dans les barèmes, on limite le pouvoir d'appréciation du juge, puisqu'on lui colle un tarif.
vous, c'est combien d'années d'ancienneté, c'est combien de trucs, voilà, ce sera tant. Alors que, pour être concret, hein, une jeune femme qui est licenciée, qui a 28 ans, qui a été licenciée de façon illégale, mais qui a trouvé du boulot dans son secteur d'activité à 2 km de chez elle et qui a un même niveau de rémunération, elle a subi un préjudice. Il faut le réparer, on l'a licenciée de façon injuste. Mais est-ce que c'est le même préjudice que, je sais pas, un salarié qui a 58 ans, qui est au fin fond de la France profonde, dans une zone rurale, qui vient de se faire virer d'une entreprise de façon illégale, qui depuis 25 ans n'a pas eu de formation continue, voilà, et qui lui va être en grande difficulté. Donc le préjudice n'est pas le même. Et justement, défendez-nous le principe d'une liberté d'appréciation du juge qui va être entamée par ça. Et c'est la même chose sur cette histoire de la restriction au territoire national. C'est qu'on restreint la liberté d'appréciation du juge en le cantonnant simplement au territoire national, ce qui évidemment n'a de sens que pour les entreprises qui sont internationales. Une entreprise française, purement française, entre guillemets, ça ne changera rien. Pour ceux qui connaissent le téléphone, il y a une exception quand même, c'est la fraude. Il faut quand même, alors la fraude, ils ont écrit sauf fraude, c'est-à-dire qu'on apprécie le motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe, mais sur le périmètre national, sauf fraude, parce qu'une des craintes c'était de dire, et c'est vrai que comptablement, économiquement, on peut organiser la solvabilité, vous savez, avec les prix de transfert en allouant des charges plus ou moins lourdes. Le risque qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'effectivement, organiser l'insolvabilité d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises en France pour justifier des licenciements en France, alors qu'en fait, voilà, comme fraude à la loi. Alors là, bon courage pour aller démontrer la fraude, etc. Ouais. Si on ne peut pas se référer au cadre international. Voilà. Donc, parce que même le fait que ce soit, déjà, rien que les experts comptables que vous missionnez sur des missions licenciement économique, eux, aujourd'hui, ils vous demandent les dimensions groupe. Maintenant que le motif économique, il s'apprécie sur un cadre franco-français, en fait, voilà, périmètre national, même si c'est groupe, ils vont peut-être eux aussi avoir des difficultés à avoir des infos internationales, etc. Enfin, bref, en tout cas, ce qui est clair, c'est une facilitation du licenciement. Ouais. En clair, l'histoire du télééléphant, si vous la connaissez, qui a été reprise en scope par les salariés parce qu'Unilever voulait la fermer, aujourd'hui c'est plus possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui elle ferme et les salariés n'ont aucun recours. Et la belle histoire qu'ils sont en train de vivre, parce que ça y est, ça marche, ils ne pourraient pas. Oui, il y a tous les pétroliers, les laboratoires pharmaceutiques, vous pouvez les mettre tous dans le même sac aussi, où ils licencient en France et ils ont des... Ou dans l'armement, hein, il y a des secteurs d'activité où quand on prend les groupes au niveau internationaux, hein, où il n'y aurait jamais de motif économique. La situation n'est pas la même qu'en France, évidemment. Ouais. Autre question? J'avais peur qu'on ait bien fait le tour du premier coup quand même. Ah non, c'est un autre sujet. En parallèle de toute cette nouvelle législation, je voulais savoir si le rôle de l'inspecteur du travail va évoluer. Alors, ça m'a interpellé quand vous parliez des très petites entreprises, ouais, qui peuvent être amenées à signer des accords directement avec leur employeur. On peut imaginer que l'inspecteur du travail, justement, pourrait être là pour les assister, pour formaliser tout ça et éviter que les salariés soient lésés. Donc, est-ce qu'on a prévu en parallèle que le rôle des inspecteurs du travail évolue? Alors, dans les ordonnances, il n'est pas dit mot du rôle des inspecteurs du travail. Ce qui est sûr, c'est que... Non, mais il n'évolue pas. Pour répondre à votre question première, il n'évolue pas. Ce qui est sûr, c'est que cette possibilité de négocier en direct avec des salariés dans les TPE, hein, on parle des TPE hein, quand même. Effectivement, alors après, les salariés, ils peuvent aussi se syndiquer, hein, parce que quand même, c'est quand même le meilleur moyen d'avoir une structure... Non, mais c'est pour ça que je me permets de le dire à votre place. Hein. Le salarié, il peut déjà se syndiquer, c'est quand même une façon d'avoir une structure, une organisation, des conseils, accès à de l'info, voilà, pour négocier, parce que dans les TPE, voilà, je pense que la principale ressource, elle va être là. Alors, on peut imaginer, ça n'interdit pas à des salariés qui sont consultés pour un accord dans une TPE d'aller voir l'inspection, de lui demander une opinion. Le problème, c'est le temps matériel de l'inspecteur. Quand vous voyez les inspecteurs de certaines zones qui ont bien du mal à assumer toutes leurs fonctions, à être partout, mais pourquoi pas?
Mais je dirais, le maillon premier, c'est d'aller voir des organisations syndicales, de se syndiquer. Alors oui, voilà. Mais si on veut être attentif et avoir un contrôle sur ce qu'on nous propose, ou en tout cas bien en mesurer les enjeux, c'est important. Alors, je pense une observation sur cette question-là, parce que je pense que demain, le rôle des prud'hommes, mais également de l'inspection du travail, moi je me pose la question, parce qu'à partir du moment où on dit que dans chaque entreprise, on peut créer une norme, moi je m'interroge demain sur le rôle du Conseil des prud'hommes, le sens de l'inspection du travail. Si dans chaque entreprise, il y a effectivement une règle de droit qui s'applique, enfin, comment est-ce que le juge y fait ? Je pense que ça, c'est une grosse question demain qu'il faudra effectivement aborder et voir comment le juge il intervient pour trancher des litiges au sein de l'entreprise. Et par ricochet, l'inspection du travail, je pense qu'elle aura plus de responsabilité et de travail qu'elle n'en a aujourd'hui. Alors, dans la loi travail, je crois, il est question d'ouvrir un portail. C'est dans la loi travail, parce qu'il y a tellement de lois, moi je ne sais plus dans quelle loi c'est. C'est dans la loi travail, il est question d'ouvrir un portail pour référencer tous les accords d'entreprise. Alors, avec des limites où l'employeur pourrait ne pas référencer s'il y a des choses confidentielles dans l'accord, dans un accord d'entreprise, à part les accords de flexibilité, je ne vois pas trop ce qui peut être confidentiel, et un portail qui serait accessible justement pour... parce qu'effectivement, si c'est plus le code du travail, même aujourd'hui, nous on est confrontés, Didier, tu dois être confronté comme moi, avant on nous posait une question, oui. Voilà, on est juristes tous les deux, on connaissait le code du travail, on allait vérifier un point dans la convention collective, où on demandait, vous n'avez pas un accord? Si la règle, elle vient de l'accord, c'est beaucoup plus compliqué pour répondre à une question parce que ça développe un droit d'entreprise, donc aussi diversifié qu'il y a d'entreprises. Oui. C'est vrai que c'est une complexité. Et le portail, je ne sais pas s'il répondra à tout ça, parce que... Donc vous parliez, donc on parle dans la loi qu'on va réduire les instances, on va passer de 3 à une seule. Mais qu'est-ce qui se dit au niveau de la fréquence de cette instance? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dites au niveau de la fréquence? La fréquence, vous parlez des réunions? Ouais, des tenues. Alors les réunions, ils sont calés sur la loi Rebsamen, ils n'ont pas bougé. Alors il y a quand même une différence qui est significative, c'est la présence des suppléants quand même aux réunions. On n'en a pas parlé, mais donc les réunions, c'est entreprise de moins de 300, réunions tous les 2 mois. Entreprise de plus de 300, les réunions restent mensuelles. Il y aura 4 des réunions annuelles qui devront être concernées avec des points santé, sécurité, conditions de travail. Là, c'est pour remettre un petit peu de CHSCT, puisqu'on l'a complètement dissous. Donc ça reste. Par contre, vous avez une disposition qui vous dit quand même que les suppléants n'assistent plus de droit aux réunions du CSE. Donc ça, est-ce que vous pourrez le renégocier dans vos accords? Parce qu'il va falloir renégocier dans des accords, parfois, ce que la loi vous a enlevé, C'est incroyable, mais on marche un peu sur la tête, mais c'est ça. Donc les suppléants n'assistent plus aux réunions. Il y a également sur les réunions extraordinaires, moi il y a un mot, vous savez, des fois quand on lit les ordonnances, des fois moi je faisais une fixette sur un mot à un moment dans l'ordonnance parce qu'ils disent le CSE pourra demander une seconde réunion et non pas extraordinaire. Est-ce que ça veut dire qu'on peut en demander qu'une? Parce que quand on dit second et pas deuxième, ça veut dire pas troisième, etc. Donc voilà. Donc en tout cas, la périodicité, c'est la même que Rebsamen, tous les 2 mois ou tous les mois, avec 4 réunions avec des points santé, sécurité, conditions de travail, possibilité de réunion extraordinaire toujours. Seconde, est-ce que c'est un mot sur lequel j'ai raison de m'arrêter ou pas? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je me suis posé la question quand j'ai lu les ordonnances. Mais voilà, sur la périodicité des rendez-vous, il y a aussi des différences sur les interlocuteurs qui viennent aux réunions, notamment pour les réunions où il y aura des points santé et sécurité. Vous aviez aujourd'hui médecin du travail, agent de la CARSAT et inspecteur du travail. C'est beaucoup plus restrictif dans les ordonnances, c'est-à-dire que vous aurez pu systématiquement l'agent de la CARSAT et l'inspecteur du travail. Le médecin du travail participera à ces 4 réunions, mais pas systématiquement les deux. Il y a des conditions beaucoup plus restrictives pour qu'ils y participent qu'aujourd'hui. Donc ça évolue aussi. Elodie, effectivement, oui, je m'attarde sur ce que tu disais, Claire, sur les suppléants qui ne pourraient plus assister aux réunions, ou qui viendront quand le titulaire ne pourra pas. Imaginez-vous être propulsé dans une réunion, vous n'avez pas assisté à toutes les précédentes, comment vous faites
pour défendre les... Enfin, c'est ingérable. Donc il y a ça effectivement qui va devenir beaucoup plus difficile. Et je m'attarde effectivement, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur le nombre d'heures, parce qu'effectivement, même si les réunions restent les mêmes, on n'a pas encore eu on attend le décret, mais sur les heures, effectivement, on parle de 16 heures au moins. Bon, alors, je ne pense pas qu'on va passer de 16 heures à 50, parce qu'en général, si on lance le 16, c'est qu'on va rester autour. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour si vous aviez les 3 casquettes aujourd'hui, selon la taille de l'entreprise, vous aviez entre 37 heures et 55 heures. Si vous passez à 16 ou 17 pour faire la même chose, vous allez avoir de réelles difficultés. Merci. Ça tombe bien, c'était pour parler justement sur ces problématiques liées aux heures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en délégation DUP, on n'a pas renouvelé le CHSCT, donc on va récupérer le CHSCT. Au niveau des heures, j'ai déjà une difficulté aujourd'hui pour faire l'ensemble des... Un peu plus fort. Pour faire l'ensemble des tâches qui sont notre prérogative. Probablement aussi parce que je ne suis pas un expert, donc je mets 2 fois plus de temps que les autres pour comprendre certaines choses. C'est possible aussi, mais dans ce cadre-là, et au vu de ce que vous nous dites, j'ai du mal à comprendre comment je vais réussir avec une demi-journée par semaine à réussir à faire l'ensemble de ce qu'on nous demande d'un point de vue aussi bien salarié que légal. Parce je pense qu'il va falloir que vous soyez très bien entouré. Voilà. Il va falloir que vous soyez très bien entouré. Alors, parce que concrètement, moi non plus, je ne vois pas comment vous pourrez tout faire tout seul. Mais un point qui doit quand même attirer notre attention sur le nombre d'élus dans cette instance et les crédits d'heures. C'est que jusque-là, dans vos négociations préélectorales, vous négociez le nombre de sièges. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait le cadre légal qui s'appliquait par défaut, mais vous avez le droit de négocier le nombre de sièges. La logique, là, si on comprend bien les ordonnances, quand on les décrypte, la logique, là, c'est que vous allez négocier à la fois le nombre de sièges et le nombre d'heures. C'est-à-dire que ce n'est pas le fruit du hasard s'il y a un plancher minimum 10 et 16 heures, là, selon le seuil. C'est qu'en fait, on va donner la possibilité de configurer quand même son instance, peut-être avec moins de sièges, mais des crédits d'heures plus importants. C'est ce que vous disiez, professionnaliser, on reconcentre sur un plus petit nombre de têtes de personnes, mais par contre, on leur donne en contrepartie peut-être des moyens en temps plus importants, ou à l'inverse, on pourra proposer ou négocier dans le cadre de cette négociation plus de sièges que le minimum du futur décret qu'on ne connaît pas encore, pour faire un maillage du territoire, donc notamment dans les très grosses entreprises, parce que on a parlé de la concentration, que les attributions restaient, elles étaient concentrées, mais il y a aussi la question des périmètres sociaux, c'est-à-dire dans les très grosses entreprises, vous avez souvent un CE, plusieurs CHSCT, plein de DP. En fusionnant les instances, vous recentralisez tout, puisque ça se cale plutôt sur le CE, cette instance CSE. Donc du coup, vous allez perdre des représentants au plus près du terrain, sauf à renégocier, parce que vous avez une botte secrète dans les ordonnances qui sont les représentants de proximité, cette botte secrète, mais encore faut-il pouvoir les négocier, parce que si on centralise dans le cadre d'un accord de droit commun, donc tous ces moyens-là, en réalité, dans les ordonnances, en filigrane, c'est que vous avez la possibilité de renégocier. Donc, en fait, ils se sont rendus compte qu'en fusionnant tout, ils supprimaient tout le maillon local, les DP, ceux qui étaient à proximité, au contact des salariés. Donc, dans les grosses boîtes, ils se sont dit, mince, c'est vrai que c'est pas jouable. Donc, du coup, on remet dans la négociation la possibilité de réintroduire des représentants de proximité. Pareil pour le CHSCT, on vous l'absorbe, mais en même temps, dans les plus grosses entreprises, on se dit que quand même, donc on vous remet des commissions santé-sécurité, où vous pourrez même négocier le nombre de commissions santé-sécurité et conditions de travail. Donc, on voit bien qu'on recentralise et en même temps, mais du coup, ce ne sera pas des choses qui sont dans le dur de la loi, ce seront des choses qui seront à négocier pour essayer de reconfigurer vos instances au mieux de vos besoins, en espérant que cette négociation elle soit menée correctement, loyalement. Voilà. Moi, excusez-moi, j'ai 2 petites questions. Il y a une question qui concerne finalement quand on voit le nombre de représentants par rapport aux heures et par rapport au vote des salariés. On a un représentant qui va participer à toutes les réunions et un autre
quelle est la charge de ce suppléant qui va s'occuper des dossiers finalement. En fait, est-ce qu'on va pas arriver à un burn-out sur la personne qui va aller tout le temps en réunion et l'autre personne qui va avoir les dossiers et à gérer d'autres, le suppléant, d'autres sujets. Donc ça, c'est pour la première. Comment on vous a présenté au niveau du ministère, hein, comment on vous a présenté cette situation et quelles sont les conséquences finalement sur l'ensemble, que ce soit public ou privé. Par contre, il y a une autre chose que j'aurais voulu savoir, c'est les amendements. Quels sont les amendements qui ont été, entre guillemets, notés par le ministère? Voilà. Et puis après, on a... J'ai essayé de répondre là-dessus. Bon, d'abord, des ordonnances ou une loi, c'est pareil. Hein, ça fonctionne pareil, c'est-à-dire que les ordonnances donnent modifient le code du travail, donc modifient la loi. Mais dans toute loi, vous savez qu'il y a des décrets d'application qui sont extrêmement importants parce qu'il y a des données générales qui sont données par la loi et qui sont précisées par décret. Donc la question que tu posais sur les moyens, les heures, etc., le cadre global, il va être fixé par les décrets. Donc ce décret-là, sur les moyens du CSE, en nombre de sièges comme en heures de délégation, c'est pas écrit dans les ordonnances dans le détail, mais c'était déjà pas écrit comme ça dans la loi avant. C'est le décret qui va les déterminer. Donc c'est pour ça que ce décret, il est très attendu. Pas seulement attendu, mais qu'on aimerait bien en plus pouvoir participer au moins à une concertation sur qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre dedans. Bon. Par rapport à la question que tu posais, bon, il n'y a pas eu d'amendement de choses de cette nature. Bon. Mais il y a souvent, quand c'est des politiques qui déterminent quelque chose, une référence qu'on fait entre le monde de la politique et le monde du travail. Bon. Il y a des endroits dans les élus politiques où vous avez des suppléants. Par exemple, les députés, vous élisez un ou une députée titulaire, mais vous élisez le suppléant en même temps. Mais le suppléant ne siège et ne prend la qualité de député que si le titulaire fait défection, pour X raisons. On a projeté exactement la même chose sur les élus du personnel. C'est-à-dire que c'est un raisonnement politique. Ça marche comme ça dans la démocratie politique, ça doit marcher comme ça là-dedans. Alors, formellement, aujourd'hui, un suppléant qui est élu du personnel, qui assiste à une réunion, si le titulaire est là, il n'a pas le droit de vote, c'est normal. Par contre, c'est ce qui a été évoqué, ça permet d'être au parfum, passez-moi l'expression, de ce qui se discute, d'avoir la liaison avec son titulaire et justement de participer à la vie de la représentation des personnels. Alors, qu'est-ce qu'il y a prévu pour ça? Bon, je le dis parce qu'on avait sauvé ça déjà dans la loi Rebsamen. Dans la loi Rebsamen, l'idée de ne faire siéger les suppléants qu'en cas d'absence du titulaire était déjà là. Et on a réussi à la faire sortir. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a réussi à faire sortir qui sont re-rentrées dans les ordonnances. Ça en fait partie. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même, parce que de temps en temps, il y en a 2 ou 3 quand même. Il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il y en a une. On a gardé dans les ordonnances, et c'est redit, l'excellente mesure qu'on avait pu faire introduire dans la loi Rebsamen sur le principe de la mutualisation et de l'annualisation complète des heures de délégation. Hein? Donc pratiquement, ça veut dire que j'ai X heures de délégation, je pars en vacances, je n'utilise pas mes heures de délégation, sauf si je suis complètement azimuté et que je ne peux pas m'en passer pendant mes vacances. En général, c'est pas ce qui se passe, c'est pas des heures perdues, je peux les redistribuer, c'est annualisé. Bon, je les utiliserai pas en vacances, je pourrais les utiliser à d'autres périodes, c'est pas mensualisé. Et par ailleurs, comme c'est complètement mutualisé, je peux les re-répartir sur d'autres et pas simplement sur moi qui est le titre de titulaire. Bon. Donc c'est très important, ça veut dire qu'on pourra en interne, comment dirais-je, utiliser le mieux possible ces heures de délégation et y compris les utiliser en dehors des élus titulaires. Bon, voilà. Et il y a le truc de rattrapage dont tu parlais, c'est-à-dire que les ordonnances prévoient, parce qu'une fois que vous avez dit que tout le monde chaussait du 37, comme la réalité... c'est qu'il y en a qui désespérément chaussent du 39, c'est comme ça. Bon, bah de temps en temps, la réalité vous rattrape. Donc il faut bien qu'il y ait de l'adaptation. Bon, donc plutôt que de faire un trou dans la chaussure, on a prévu de donner quelques aérations. Et les aérations, ça se fera par négociation d'entreprise, avec la possibilité, alors c'est le terme du décret, d'implanter ce qu'on appelle des représentants de proximité.
les représentants de proximité, comme leur nom l'indique, ils ne sont pas membres du CSE, nécessairement. Ils peuvent l'être, mais ils ne sont pas obligatoirement membres du CSE. Donc vous pouvez dire que quelqu'un qui est titulaire du CSE sera désigné représentant de proximité sur le site machin truc de l'entreprise, par exemple. Bon. Vous pouvez dire aussi que ce sera un suppléant. C'est pas interdit. Et vous pouvez dire que c'est ni un suppléant, enfin pas du tout un élu, mais ça peut être machine ou machin désigné pour représenter le CSE sur place. Mais il ne sera pas membre du CSE, ce qui veut dire que sur le site machin truc, il assurera la correspondance, mais il ne siégera pas avec voix délibérative au sein du CSE. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il fasse la transmission avec les élus, il faudra qu'il y ait un relais pour que les élus, quand on débattra des situations de ce site, rien n'empêche qu'ils soient entendus, ces gens-là, mais au bout du bout, c'est eux qui devront trancher. Voilà. Donc je te dis ça parce que on a essayé d'introduire, comme on pouvait, le fait que chaussure 37 pour tout le monde, c'était une absurdité. Et ils nous ont concédé, entre guillemets, les représentants de proximité, qui peut être un biais pour essayer d'être dans une organisation un peu moins dingue et limiter les écarts entre les élus, les représentants et celles et ceux qu'ils ont à représenter. Avec les conditions de travail très spécifiques à tel ou tel endroit qu'il faut connaître, bien évidemment. Voilà. Donc voilà où on en est par rapport à ça. Mais pour le reste, il n'y a pas d'amendement. La procédure des ordonnances, c'est que le Parlement décide de se défaire de son pouvoir législatif et de le confier au gouvernement. Ils ont voté une loi d'habilitation pour ça. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'amendement. Les ordonnances est un fusil à un coup, ce qui est problématique d'ailleurs. Si on écrit des conneries dedans... on est obligé de rechanger la loi pour les réparer. Il n'y a pas tout le truc qu'on a dans une session parlementaire. Hein. Une session parlementaire entre les deux examens, etc., la double lecture, des fois ça permet de réparer des conneries qu'on a fait. Ça arrive. Là, c'est pas possible. Donc il ne faut pas se planter. Mais il n'y a pas d'amendement. C'est-à-dire que le gouvernement a été mandaté par le Parlement pour faire la loi à sa place. Il l'a fait. Et il représentera... dans le processus législatif, il représentera une loi de ratification. La loi de ratification, c'est quoi? C'est vous, Parlement, vous m'avez délégué le pouvoir de faire la loi à votre place, vous l'avez encadré quand même, vous avez dit que c'était sur le code du travail pour faire telle chose, telle chose, telle chose, et la loi de ratification dit je ratifie le fait que, conformément à ce que j'avais donné comme pouvoir au gouvernement, il a bien modifié le code du travail, pas le code du commerce, pas le code de la sécurité sociale, pas autre chose. Donc il s'en est bien tenu au sujet, sur les points qui avaient été évoqués, point. Donc c'est une ratification formelle, et qu'il l'a bien fait dans les délais où on lui avait laissé le temps de le faire. Heureusement, le Parlement ne délègue pas son pouvoir législatif, qui est son pouvoir premier, qui tient du peuple, ad vitam aeternam pour faire n'importe quoi, et pendant 15 ans. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est quand même très contrôlé et encadré. Voilà. Mais il n'y aura pas d'amendement qui pourra être proposé aux ordonnances, au texte concret des ordonnances, dans la loi de ratification. C'est-à-dire que c'est pas le député qui dit finalement c'est l'article 12, là il est mal écrit, moi je dépose un amendement pour qu'il soit écrit de cette façon-là. Ça c'est la procédure législative classique. Là on n'est pas dans ce cadre-là. Ce qui rendait beaucoup plus difficile pour nous. Nous, est-ce qu'il faut passer par ordonnance, par-ci, par-ça? Bon, c'est pas un choix syndical, c'est un choix politique. Bon, on est bien obligé de faire avec, mais nous, ça rend les choses beaucoup plus complexes, parce que nos seuls interlocuteurs dans ce cadre-là, c'est le gouvernement, mais c'est pas du tout les parlementaires qui ont décidé eux-mêmes de se court-circuiter, puisqu'ils ont voté cette autorisation au Parlement. Au Parlement. Alors, moi, je ne peux que vous conseiller, par les temps qui courent, de vous rapprocher de votre organisme conseil, de votre organisation syndicale. On va remercier nos partenaires Alinéa et Legrand de nous avoir informés là-dessus et de nous avoir fait un bon cours. Et puis, on va remercier Luc, qui a représenté les organisations syndicales lui tout seul. Luc, qui est un fidèle, puisque on notait tout à l'heure que depuis que tu es en responsabilité à l'UNSA, tu n'as pas manqué un salon CE. Donc, merci pour ta fidélité. À Paris. Oui, non, mais tu as fait Lille aussi, alors si on parle de la province, tu es venu sur pas mal. Donc merci pour cette fidélité, merci à nos partenaires de vous avoir informés.
Et n'hésitez pas à aller les voir sur leur stand, Groupe Legrand et Alinéa, ils sont là, ils peuvent répondre à tout, et puis sur le stand de l'UNSA, ou d'autres organisations syndicales si votre cœur vous envoie ailleurs. Merci beaucoup.